Bonsoir à toutes et à tous, ici Quentin de Cause Culture pour votre bon plaisir. Durant mon live débat, je vous avais annoncé que je travaillais sur 3 différents projets de vidéos. L'épisode dont il est question aujourd'hui est un exposé filmé où je parle de mon mémoire que j'ai réalisé sur le costume de théâtre durant ma période de master. Cet épisode fut tourné au Conservatoire de Limoges, dans une salle de classe, et vous risquiez donc d'entendre de la musique en fond, du piano, du violon et compagnie. Malheureusement, comme je suis très teuteux de base, je ne parviens pas encore à maîtriser mes outils et mon appareil ne cessait de tourner plusieurs fois de suite jusqu'à ce que ma carte SD n'ait plus du tout de mémoire. C'est pour cette raison qu'à la fin, le son et les mouvements vous paraîtront différents car la suite fut tournée avec le portable d'un ami que je remercie encore au passage. De plus, mon actuel logiciel de montage, que je peine encore à maîtriser, bug, ce qui me ralentit dans la post-prod, même pour les tâches les plus simples. J'ai donc décidé de découper mon exposé filmé en plusieurs parties que je vous publierai au fur et à mesure. Sur ce, je vous souhaite un très bon épisode. C'est bon, vas-y. Bon alors déjà, premièrement, merci de m'avoir d'avoir été aussi nombreux à m'avoir proposé de vous faire cet exposé à l'oral. Et deuxièmement, merci d'être venu. Donc, Aimé, pour te faire un petit récapitulatif, je sors d'un master où j'ai travaillé pendant 3 ans à mémoire sur le costume de théâtre, fin 19e, début 20e siècle. Ça m'a pris beaucoup de temps, ça m'a pris beaucoup d'énergie. J'ai fait des allers-retours sur Paris pour consulter les archives de la Bibliothèque nationale de France et de la Bibliothèque de la Comédie Française. J'ai travaillé, j'ai été voir un peu partout, j'ai contacté des gens du Centre national du costume de scène à Moulins, ainsi que Noémie Loriot, la costumière du Théâtre de l'Union. Donc je cite tout ce monde-là déjà pour faire un gros merci général, pour faire un merci à vous tous. C'est quand même 3 ans de ma vie en fait qui se résument sur ce petit diaporama dans cette petite salle. Donc alors, j'ai décidé en fait de faire un mémoire sur le costume de théâtre. Déjà parce que mon parcours personnel m'y a sensibilisé, donc j'ai fait un métier de la mode, je fais du théâtre depuis 15 ans bientôt, j'ai fait une licence d'histoire, donc le tout c'était de combiner ces 3 grosses disciplines autour d'un travail commun, comment harmoniser ça. Et donc, comme le costume de théâtre, c'est un sujet extrêmement vaste, j'ai pas mal déambulé dans tous les sens, parce que la mémoire de recherche, c'est pas une reconstitution. Ne vous attendez pas à ce que je vous fasse un exposé sur l'histoire du costume de scène depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Si vous voulez, il y a une bibliographie que je vous recommande, il y a mon mémoire qui est accessible en salle de classe, et sinon, de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus vulgarisée, j'ai écrit un article résumant le costume de théâtre là-dessus. Disponible sur mon blog, coup de clin d'œil. Donc, pourquoi ce sujet? Parce qu'il y avait énormément de sujets, il y a énormément d'angles de recherche. Pourquoi parler de ce sujet-là? Pourquoi parler du costume de théâtre? Non pas du théâtre, non pas parler de la mode, non pas parler du théâtre, mais du costume de théâtre. Il y avait pas mal d'autres sujets intéressants. Il y avait l'UPR également. Comment l'empire américano-atlantiste s'investit dans l'Union européenne, faisant de la France un simple département de l'État d'Israël. Voilà, voilà. Pourquoi ce sujet? Pourquoi ce sujet? Alors, parce que en tant qu'étudiant en histoire, je pars du principe que le théâtre peut être le reflet d'une société. C'est-à-dire que par le biais d'une pièce de théâtre, on peut réussir à traduire une période précise. Par exemple, le 19e siècle, on voit énormément de pièces de théâtre consacrées au passé, car c'est à ce moment-là où on souhaite se construire un passé national et où une pièce de théâtre dont l'histoire se passe au XVIe siècle, au XIXe siècle, ça a un sens politique. Pourquoi parler de la mode? Parce que la mode, c'est une industrie qui est très très fructueuse, surtout depuis le XIXe siècle. Qui est très souvent assimilé au luxe, qui est beaucoup plus assimilé au luxe qu'à la culture.
On donne au luxe une image très très superficielle par rapport à la culture avec un grand C auquel le théâtre est assimilé. Là, je ne sais pas si vous arrivez à voir, par exemple, je fais une distinction entre l'histoire et entre le théâtre et la mode. Donc la mode, c'est une industrie du vêtement assimilée au luxe. La mode vient du latin modus, du mot latin modus, ce qui signifie manière. Donc la mode, ça ne concerne pas que le vêtement, ça concerne des manières de faire. D'ailleurs, fashion, le mot anglais fashion, ça veut dire littéralement façon, donc façon de faire. Donc c'est plus, la mode, c'est un système qui élabore et qui instaure par un système de répétition des façons de faire et des manières de faire. Un objet n'est à la mode que si un groupe social décide de l'instaurer par le biais de la répétition. C'est une source matérielle, parce qu'un vêtement, c'est un objet palpable que l'on porte, c'est un objet du quotidien qui est avant tout fonctionnel, donc un vêtement que l'on porte pour se couvrir, se protéger, notamment du froid, des intempéries, par pudeur, mais également par esthétique et aussi pour se donner une fonction. Un uniforme, un bleu de travail n'aura pas la même fonction qu'un costume pour un employé de la Banque Tarnot, par exemple. Alors que le théâtre, c'est une discipline artistique faisant usage du texte, de la parole et du corps, qui est institutionnalisée en Europe depuis l'Antiquité. Donc ça fait depuis l'Athènes du 5e siècle qu'on parle du théâtre, qui peut être pratiqué n'importe où et n'importe quand. Rappelez-vous les anciens passerelliens de Michel Bruzat qui nous racontaient qu'au début, quand ils n'avaient pas de salle à disposition, les endroits où ils faisaient leurs répétitions, c'était dans la rue ou dans le métro. Donc le théâtre, ça se base sur le corps et ça se base également sur l'instant, c'est sur l'éphémère. On parle de spectacle vivant, quelque chose qui se produit un certain nombre de fois, mais qui est basé que sur l'éphémère. Là où l'objet, comme le vêtement, est fait pour durer, le théâtre, en tant qu'œuvre scénique, ne dure que très très peu de temps. On ne garde du théâtre que les textes, et ainsi que les critiques, les retours, par le biais de la presse, par le biais des témoignages, etc. etc. Je reviens en arrière, j'avais commencé ce sujet du coup par ces trois énormes bouquins, qui sont tous les trois édités par le Centre national du costume de scène de Moulins, donc le CNCS. J'ai commencé par celui-là, Costume de scène. Donc c'est vraiment un ouvrage que je vous recommande, il est immense et c'est ce qui vous permet de retracer l'histoire du costume de scène en lui-même. Donc déjà pour avoir un petit point de vue sur l'histoire, c'est déjà pas mal, et pour avoir différentes problématiques sur le costume de théâtre. Problématiques qui sont beaucoup plus recherchées ici, sur les deux ouvrages sur les côtés, parce que ce sont des retranscriptions de conférences qui se sont tenues au CNCS au sujet du costume de scène. Donc le CNCS qui est à la fois un musée, un centre de conservation, mais également un lieu où se rassemblent lors des colloques des universitaires, des historiens, des dramaturges, des costumiers, des acteurs qui débattent ensemble et qui présentent chacun à leur tour des sujets autour du costume de théâtre à travers un angle précis. Alors, il fallait que je me trouve du coup un angle précis parce que bon, l'histoire du costume de théâtre c'est assez immense. Et donc du coup, de mon côté, avant de chercher une problématique, je me suis retracé toute l'histoire du costume de théâtre. Et je me suis également retracé l'histoire précisément de la mode. Et on remarque quelque chose au niveau de la mode. C'est que depuis le 19e siècle, on voit une évolution du vestiaire masculin par rapport au 18e siècle. Alors je vais très peu parler, je vous préviens, je vais très peu parler de costumes pour hommes ou de vêtements pour hommes ou de mode masculine. Là c'est juste un petit grain de sable qui va permettre de faire une réflexion. J'ai pris trois exemples, un costume masculin qui date des années 1780, un costume qui date des années 1800, tout rond, donc période Premier Empire, et un costume qui date des années 1890, donc Troisième République. On remarque que le costume pour homme des années 1780, c'est un costume d'aristocrate, de noble, utilisant des matières très luxueuses, du velours généralement ou de la soie, avec énormément de broderies.
On a toujours cette image en tête. Je vais, pendant, d'ailleurs, petit aparté, dans mon mémoire, j'ai beaucoup parlé d'image. L'image est ce qui permet de donner, en fait, une représentation que l'imaginaire collectif se donne de quelque chose. On ne va pas parler de choses en elles-mêmes, on va, par exemple, parler de l'image que cette chose a. Et on a, de cette image du XVIIIe siècle, à travers la culture populaire, une mode très chargée, très sophistiquée, avec des perruques, avec de la poudre, avec du maquillage sur les yeux, avec ce qu'on appelle les culottes, avec les costumes brodés, et que pour les hommes, à partir de la Révolution, donc à partir des années 1790, ça commence à se calmer un petit peu, avec les révolutionnaires qui voulaient se donner une mode nouvelle et contestataire, notamment à travers les sans-culottes et les incroyables, mais surtout à travers les années 1800. Notamment avec des Britanniques qui se faisaient appeler les dandies, dont un certain, le plus connu, qui se faisait appeler George Bryan Braddock. On remarque à partir des années 1800 que le costume masculin emploie déjà des tons sobres. Généralement, c'est du noir, du bleu foncé, du marron, du gris, du blanc et du beige. Ça ne dépasse pas ces six couleurs-là. Et c'est une silhouette qui s'est affinée. On ne porte plus de maquillage, on ne porte plus de perruque, mais on porte une silhouette qui se trouve très très près du corps avec très très peu de motifs. C'est histoire de donner une élégance de soi à la fois sobre, discrète, mais en même temps distinguée. Et c'est ce qui va différencier le bourgeois qui commence à prendre de l'importance dans la société par rapport à l'aristocrate. Il faut bien savoir différencier les deux entre le noble qui tient son pouvoir de sa légitimité, de son sang, de son héritage, et le bourgeois qui est une couche sociale beaucoup plus populaire, mais qui possède sa fortune depuis son entreprise, depuis son travail. Chose qui a évolué au courant du XIXe siècle, où le vestiaire masculin s'est simplifié. On porte des complets, on porte des cols qui se détachent. Vu que les routes deviennent de plus en plus praticables, on ne porte plus de bottes, mais des chaussures de taille beaucoup plus petite. Et on finit par mettre de plus en plus la chemise en valeur, qui est la chemise qui avant était considérée comme un sous-vêtement, au même titre que le caleçon. Ça, c'était pour les hommes. Un gros aparté qui est important de saisir. Mais pour les femmes, qu'est-ce que vous constatez? Que des robes. Que des robes, corsets, crinolines, manches-ballons. Ce sont ces trois principaux éléments qui définissent la silhouette de la femme pendant plus de 2 siècles. La femme n'a abandonné le corset que pendant la période Révolution et Premier Empire, donc sur une échelle de près de 20 ans. Sinon, ça fait depuis le XVe siècle, je crois, qu'elle porte le corset. Donc alors qu'on a une mode chez l'homme qui évolue, on a l'impression de voir plutôt une mode qui stagne chez les femmes. D'ailleurs, il y a une historienne du vêtement qui s'appelle Christine Barthes qui a fait un très bon travail sur l'histoire du pantalon. Pour elle, lors de cette période, les années 1800, que vous voyez ici, bon là c'est les années 1841, donc un petit peu avant, les hommes se sont libérés, mais les femmes, elle a employé le terme d'engluer, c'est-à-dire que les femmes restent engluées à cet ancien régime vestimentaire, et pour cette historienne, c'est une façon de priver les femmes de leur citoyenneté. C'est-à-dire que durant tout le XIXe siècle, avec l'avènement de la bourgeoisie, l'homme devient maître de la sphère publique. Il représente sa famille, il représente son empire, son entreprise à travers son travail, son cercle social, il se déplace de lui-même, alors que la femme, elle, représente la sphère privée. Elle ne sort pas, très peu, elle se fait transporter, et les fois où elle s'habille, c'est pour les cérémonies de thé, c'est pour les soirées, c'est pour représenter la puissance financière de son mari. C'est pour ça que durant cette période, les tenues pour femmes restent beaucoup plus sophistiquées que les tenues des hommes. Et que vous voyez toujours cette mode historicisante. C'est-à-dire que c'est une mode qui ne peut s'empêcher de faire référence au passé. Alors que pour les hommes, on invente des trucs. On abandonne la redingote, on porte un veston complet qui est simple à enfiler.
Chez les femmes, c'est toujours le même rituel. On est obligé d'avoir une gouvernante auprès de soi pour lasser son corset. S'habiller, c'est quelque chose de beaucoup plus handicapant. On n'envisage pas les femmes dans la sphère publique avec cette tenue-là. Alors qu'on pense surtout à la femme quand on pense de mode, quand on pense à la mode. Donc c'est là où j'en suis amené à cette problématique. Le théâtre offrirait-il aux grands couturiers l'occasion de faire évoluer la haute couture par le biais du costume? Et est-ce que du coup le théâtre était un laboratoire d'expérimentation des modes? Pourquoi je fais ce rapport avec le théâtre? Parce que les grands couturiers, je prends par exemple à gauche, vous voyez Charles Frédéric Worth. Alors, Tia, comment on prononce Worth? Voilà. J'ai beaucoup hésité. Alors au début je disais Worth. Bref, c'est un couturier britannique qui s'est installé à Paris dans les années 1840 pour s'installer à Paris, devenir commerçant en drap et en tissu et former sa première ligne de haute couture. C'est-à-dire que avant c'était les couturiers qui se déplaçaient chez leurs clientes. Là, ce sont des couturiers qui agissent non plus en tant qu'artisans comme les tailleurs, mais en tant qu'artistes, c'est-à-dire que non seulement ils font venir les clientes chez eux dans leur boutique, mais en plus, c'est eux qui apportent leur propre touche, leur propre conception aux vêtements qu'ils proposent. Et du coup, ces grands couturiers, le but, c'est de se créer un cercle social, c'est de se faire connaître, non plus en tant que commerçant, mais également en tant qu'artiste, parce que ce sont des grands couturiers qui fréquentent également les théâtres. Donc c'est plus le cas de l'exemple que je vais vous montrer après. Mais c'est un monde qui va se constituer, et du coup, pour mon mémoire, je me suis basé sur ce réseau social. Du coup, j'ai pris pour exemple 4 artistes, 2 grands couturiers et 2 costumiers de scène. Ces 4 artistes sont rattachés à 2 époques différentes que j'ai constituées en groupe de 2. J'ai commencé par un couturier et un costumier dont l'image est rattachée au 19e siècle, car ils ont produit durant cette période et leur esthétique y est rattachée. Puis j'ai parlé d'un autre couturier et d'un autre costumier qui, eux, sont rattachés au début du 20e siècle. J'ai donc pris pour exemple Charles Frederick Worth, le couturier et fondateur de sa célèbre maison, pour le comparer avec Charles Bianchini, le costumier de l'Opéra de Paris. J'ai ensuite traité le cas de Paul Poiret, couturier typique de la Belle Époque, pour le comparer avec Léon Bakst, le peintre russe créateur des costumes et des décors pour les ballets russes. Le but est donc de comparer le parcours du costumier avec celui du couturier pour ensuite mettre en comparaison leurs créations respectives afin de mieux étudier ce lien entre la mode et le théâtre.